Salut à tous, nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit cette fois d'un report, un reportage dans la langue de Kev Adams, puisque nous étions à Gérardmer, enfin dans notre salon. Parce que Covid oblige, bien sûr, cette 28e édition s'est déroulée entièrement en ligne, quoique ça a ses petits avantages quand même. On n'a pas eu l'occasion de voir tous les films pour cause de télétravail, donc on a réussi quand même à en regarder une petite dizaine. Et donc cette vidéo a pour but de vous dire ce qu'on en a pensé. N'ayant pas pu voir tous les films, on a pioché dans des films en compétition, du hors compétition et dans la nuit décalée. Donc nous allons commencer par Ghost of War, film anglais s'il en est, réalisé par Eric Bress, connu entre autres pour l'effet papillon. Niveau casting, on retrouvera entre autres Brenton Twaves, vu entre autres dans Titan, dans Gods of Egypt et dans Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Alan Ritchson, qu'on retrouvera dans Titan aussi, dans Blood Drive et dans Hunger Games. On retrouvera également Kyle Gallner, un acteur que j'affectionne pas mal, qu'on a vu dans notamment The Shield, dans le remake des Griffes de la Nuit, que j'affectionne un petit peu moins, et dans Jennifer's Body, horror movie avec Megan Fox, pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, on retrouvera également dans ce film Billy Zane, que j'ai pas besoin de vous présenter, je pense, vu entre autres dans Titanic, Le Fantôme du Bengale, qui a fait une apparition dans Zoolander, tu vois. Fin de la Seconde Guerre mondiale, nous allons suivre 5 soldats américains basés en France, donc chargés de protéger un manoir auparavant occupé par les nazis pour éviter que ceux-ci viennent le reprendre. Ils vont donc assez rapidement se retrouver face à des forces surnaturelles dont ils ignorent absolument tout et qui s'avéreront bien plus terrifiantes que tout ce qu'ils ont pu connaître sur un champ de bataille. Ghost of War est un des films que j'attendais le plus de ce festival et ça a malheureusement été une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose avec une ambiance très gothique, tout s'y prêtait, le manoir, la guerre, l'époque, etc. Et c'est assez raté à ce niveau-là. Il y a plein d'autres niveaux aussi, dont on va développer les points. Il faudra notamment attendre, disons, le dernier tiers du film pour que les fantômes soient réellement menaçants pour les Américains. Le film a énormément de problèmes de photos. Elle est en fait beaucoup trop claire, les contrastes sont inexistants, il y a très peu de saturation. Et en fait, tout ça, ça va donner une constante impression de flou dans le film. Et du coup, ça t'a fait penser à quelque chose de très intéressant? Moi, je vais peut-être faire un parallèle douteux, mais j'ai eu un peu l'impression de me retrouver devant un vieux soap. Il y a un plan en fait où les protagonistes se promènent dans la ville, donc avec des décors qui ont l'air au premier plan de studio. De nuit, parce que ça a son importance quand même. Et en fait, à un moment donné, la caméra va remonter et va filmer la rue sur toute sa longueur. Et en fait, l'arrière-plan, ce sont des fonds verts et qui ne sont pas du tout éclairés et c'est très moche. Du coup, ça crée une délimitation vraiment tangible entre le premier plan et le... Ce qui fait que le fond vert se voit. Et du coup, ça casse complètement l'immersion, quoi. Voilà. Autre problème fort sympathique, c'est qu'à un moment donné, il y a un des soldats qui va se faire traîner par un fantôme et on va carrément voir en fait le harnais qui le tire. Vous l'aurez compris, le film souffre d'énormément de problèmes techniques qui nous sortent totalement du film. L'interprétation des acteurs arrange pas grand chose non plus. Malgré tout, il y a quelques bonnes idées dans le film, notamment il y a une scène où on voit derrière un rideau en ombre pendu
La scène esthétiquement est pas moche, elle est sympa, elle est jolie, mais en fait à aucun moment ça va nous permettre de rentrer dans le film et vraiment de l'apprécier à 100%. Alors dès le début du film quasiment, on voit arriver un twist final assez facilement. Alors bon, qui est même pas vraiment final parce qu'en fait il arrive à peu près aux 2/3 du film. Oui, parce qu'après il y a encore une fois un twist. Non mais c'est assez. Pas trop compris. Alors le twist, effectivement, on voit qu'il y a un twist qui va arriver, mais c'est vrai qu'on se l'imagine pas comme ça. Donc le pari est à peu près gagné, on va dire. Enfin, plus ou moins. Je pense que t'es pas d'accord. Ah non, parce que le twist, alors oui, effectivement, tu sais qu'il va arriver. Tu le vois pas arriver sous cette forme-là, mais c'est pas pour autant une réussite parce que ce twist, il a aucune cohérence par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Je peux pas vous dire pourquoi parce que je vous spoil le film. Mais regardez, franchement, regardez, parce que ce twist, comment tu peux pondre narrativement un truc aussi incohérent, quoi. Ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. Et la fin est totalement abrupte et nous laisse en plus sur une sensation d'inachevé. Donc là, le film, il est plombé de A à Z. Voilà. Bah, les fins ouvertes, on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas contre quand c'est bien fait. Mais là, ça donne juste l'impression qu'on savait plus quoi foutre, en fait. Bah, ils auraient arrêté le film chouïa avant, ça passait encore à peu près en fin ouverte. Là, le problème, c'est que tu t'attends quand même à voir un tout petit peu plus, même en laissant une fin ouverte. Mais en fait, la fin ne marche absolument pas. La Nuée est un film français réalisé par Juste Philippot. Eh bon, il n'y a pas de prénom. Fallait qu'on la fasse. Non, toi, il fallait que je la fasse. Au casting, on retrouve entre autres Suliane Brahim de la Comédie Française, que l'on a pu voir dans l'excellente série Zone Blanche, que l'on peut que vous conseiller, qui est disponible sur Netflix, et Sofiane Kames, qui a également joué pour Juste Philippot dans le court-métrage Acide. Virginie, mère célibataire et agricultrice, décide pour sauver sa famille de la faillite de se lancer corps et âme dans un élevage de sauterelles comestibles. Peu à peu, ses enfants ne la reconnaîtront plus. Virginie semble développer un lien très particulier avec ces sauterelles. Il faut comprendre qu'on est devant un film ici qui repose principalement sur son atmosphère et son ambiance. On va suivre donc le personnage de Virginie donc, qui va, je pense qu'on peut le dire, s'enfoncer de plus en plus dans une espèce de folie. Alors le film, techniquement, il jouit d'une réalisation franchement d'assez bonne facture. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'erreur de réalisation ou quoi que ce soit. Les scènes de nuit sont franchement magnifiquement éclairées. Ça fonctionne pas mal. Niveau réalisation, toujours, la caméra, elle est vraiment très posée. On est vraiment sur quelque chose d'assez contemplatif. Parfois même un petit peu trop à mon goût. C'est un des défauts principaux du film. Parmi ces défauts, moi, j'ai trouvé ce film un peu frustrant parce que il y avait du potentiel, franchement. Il y a une espèce de crescendo dans la descente aux enfers, on va dire, du personnage de Virginie qui va s'enfoncer dans la folie. Pour moi, c'est un peu frustrant parce que je trouve que ça va pas assez loin dans le délire. Alors, je sais qu'on n'est pas censé se retrouver face à un film d'horreur grand guignolesque, c'est pas censé être la montagne du fun, quoi. Mais on aurait pu explorer plus loin la psyché du personnage, creuser un petit peu plus profond dans le mal-être, vraiment dans la folie, histoire que cette folie devienne plus tangible. Ça aurait pu contraster avec la mise en scène vraiment posée, ce genre de choses. Ça fonctionne quand même, mais on aurait pu aller plus loin dans le délire. Le film aussi, du fait de son côté contemplatif, ça je l'ai déjà dit avant, souffre pour moi de pas mal de longueur, dû à un temps d'exposition, je trouve trop long. Le film s'attarde énormément sur les personnages. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, vu que de toute façon le film va se concentrer uniquement sur son trio de personnages principaux? Voilà, on aurait pu faire plus court. Du coup, le film, il est franchement, il est bon, il est pas mal, mais il dégage un sentiment d'inachevé. Enfin, il manque quelque chose. Moi, j'ai vraiment ressenti ce sentiment d'inachevé. Mais on vous le conseille quand même, parce que franchement, un film de genre français de cette facture-là, franchement, c'est assez rare. Et moi, franchement, je vous le conseille. Même si le film n'est pas parfait, je vous le conseille. Alors, chose intéressante au niveau du sous-texte, c'est qu'on peut y voir... Alors, ce qui fait l'originalité du film, c'est qu'il y a une dimension sociale chère, on va dire, au cinéma français,
Mais là, c'est assez bien amené, je trouve. On n'est pas dans une critique balourde de la société comme on en voit dans beaucoup de films. Là, c'est le sous-texte social, il est assez original. On peut y voir une espèce de dénonciation du mode de vie aujourd'hui des agriculteurs dû à notre mode d'hyper ou de surconsommation, appelez ça comme vous voulez. À savoir qu'on nous montre explicitement que le personnage de Virginie ne travaille pas pour vivre, mais vit pour travailler. Elle va se faire complètement happer par... C'est comme ça que va commencer sa folie, c'est le début du film, c'est pas du spoil, mais on voit qu'elle est complètement happée par son mode de vie, qu'elle essaie à tout prix de s'en sortir et qu'elle a que ça pour vivre. Donc le discours social, il est quand même assez bien amené. On va s'attarder à présent sur Spoutnik, film russe réalisé par Egor Abramenko, dont le rôle principal est tenu par Oksana Akinchina, vue entre autres dans La mort dans la peau. Nous sommes en pleine guerre froide, une navette russe va s'écraser dans un champ à la suite d'une avarie et seul le commandant de bord s'en tirera vivant. Là-dessus, une psychiatre sera dépêchée sur place pour évaluer la santé mentale du cosmonaute qui semble pour le moins défaillante. Et donc le point de départ, c'est qu'elle va assez rapidement se rendre compte que le cosmonaute n'est pas revenu tout seul. Spoutnik a quand même été pas mal comparé à Alien, le 8e passager. Il faut bien comprendre là que on est sur quelque chose de quand même assez différent. Le simple fait que ça ne se passe absolument pas dans l'espace et que ça se passe bel et bien sur Terre. Mis à part les premières minutes du film, vraiment. Oui, mais c'est vraiment le tout début du film et ça dure vraiment à peine quelques minutes, je dirais une dizaine. Alors on est ici devant un film d'une grande qualité, sachant qu'en plus c'est vraiment le premier film du réalisateur. Ces plans sont relativement simples, mais ils sont très efficaces. La vision qu'on nous propose dans le film de l'URSS avec cette froideur, cette grisaille, pourrait être assez fidèle à l'image qu'on s'en fait aujourd'hui. Le film contient de bons moments de tension, les CGI sont très bien utilisés, la créature est superbe. Pour une fois. Vous l'avez compris, pour nous, Spoutnik, c'est un coup de cœur de cette année. Je ne vais même pas rager sur les effets numériques, c'est dire. Parce qu'ils sont beaux. Voilà. Surtout parce qu'ils sont bien éclairés. Ouais. La relation qu'entretiennent la créature ainsi que avec le cosmonaute est quand même assez malsaine et c'est assez bien amené. Enfin bon, bref, en gros, on vous le conseille, il faut voir ce film, il est vraiment chouette. Anything for Jackson est un film canadien réalisé par Justin J. Dick. Il met en scène Sheila McCarthy qu'on a vu dans 58 minutes pour vivre, dans Le jour d'après, dans Antiviral, etc., etc., etc. Et Julianne Riching qu'on a vu dans Détour mortel. Henry, gynécologue, et sa femme Audrey viennent de perdre leur petit-fils Jackson dans un accident de la route. Leur croyance satanique leur enseigne que l'on peut faire revenir à la vie un mort en lui proposant un hôte adéquat. Ils décident alors d'enlever une patiente enceinte de Henry pour pratiquer un exorcisme inversé. Sauf que Jackson ne sera pas le seul fantôme invité de la partie. Par où commencer ? Déjà, vous aurez retenu, je pense, le sino ô combien original. On pensait que le traitement serait intéressant et différerait un peu des autres films du genre. Alerte spoiler, pas du tout. Alors, le film est une accumulation de clichés, mais il n'y a vraiment aucun cliché de ce genre de film qui nous est épargné. Il y en a tellement, je pourrais même pas vous en citer. Je vais vous en citer un particulier. Il faut bien comprendre qu'on est devant un film, là nous sommes en 2021, c'est pas un film qui est sorti dans les années 90. On va avoir droit par exemple au cliché du sataniste pseudo-gothique qui écoute du métal dans la cave de sa mère. Franchement, le dernier film dont je me souviens dans lequel j'ai vu ce type de cliché, c'était Blair Witch 2. Pourquoi? J'aime pas tenir ce genre de propos, mais là, le jeu d'acteur des deux principaux personnages, il est
totalement aux fraises. Je sais pas, les acteurs sont complètement en roue libre par moment. Enfin, c'est super bancal niveau interprétation. La photo, enfin moi, je sais pas si c'est un goût personnel, mais je l'ai trouvé dégueulasse. On se retrouve un peu devant le même problème que dans Ghost of War, quoi. Tout moins appuyé quand même. Moins appuyé, mais tout est trop éclairé, pas assez contrasté, pas assez saturé. Enfin, tu vas avoir une image super terne en premier plan avec des fonds cramés comme pas possible au fond. Enfin, c'est limite lisible, quoi, ce qu'il y a à l'écran. Enfin, c'est peut-être un parti pris, c'est peut-être mes goûts, j'en sais rien. Enfin, moi, ça m'a vraiment gêné à la vision du film, quoi. J'ai l'impression en ce moment qu'il y a cette mode, donc je pense que c'est un parti pris effectivement, que de cramer en fait les fenêtres. Ouais, ça veut dire que quand il y a des plans dans une maison et qu'il y a des fenêtres qui sont filmées en arrière-plan, tout est blanc. Tout est toujours blanc. On voit pas ce qu'il y a dehors, c'est blanc, c'est cramé. Moi, je trouve que c'est une erreur, mais... Est-ce que c'est pour donner un côté onirique à l'ensemble? Toi, c'est ce que tu pensais quand on a commencé à regarder Ghost of War? C'est ce que j'ai un peu pensé au début dans Ghost of War. Je me disais, c'est peut-être un parti pris, ça donne un côté de... onirique. On sait pas ce qu'il y a dehors, peut-être que c'est de la brume ou pas. Mais finalement... À la vision du film, tu t'aperçois que non, bah là, c'est le même problème, en fait. Ouais. Alors là, par contre, je me demande quand même si c'est pas recherché dans celui-là, effectivement, mais franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Bah moi ça m'a franchement gêné. Et ce climax, quoi, qui aurait pu être intéressant, mais là, la manière dont c'est amené, non. En fait, à un moment donné, il y a un climax, mais il est fait d'une... Je peux pas vous spoiler, hein, je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais à un moment donné, le climax, il est fait d'une manière... Enfin, le ressenti que moi j'ai eu en regardant ce climax, c'est... Oh putain, merde, c'est presque la fin du film. Ah vas-y, il faut tout foutre dedans à ce moment-là, il faut raccrocher le spectateur. T'as l'impression qu'on essaie de raccrocher les wagons à un moment donné à l'arrache en mettant un max de trucs comme ça donne un truc qui aurait pu être fun, franchement, ouais, mais qui arrive beaucoup trop tard parce que ça apporte rien, quoi. Ça donne juste un sentiment d'inachevé, ça donne juste un sentiment de putain, le film est presque fini, on va tout foutre à l'arrache, quoi. Puis t'as un sentiment de bruit, de tout qui gigote, tu comprends pas pourquoi, ça court, ça crie, la caméra court avec, enfin c'est... T'as un sentiment de bordel ambiant, mais qui est pas raccord avec le reste du film, en fait. C'est ça. Alors, est-ce que c'est pour donner un sentiment de chaos? Est-ce que c'est pour être immersif, pour faire ressentir le chaos ressenti par les personnages? Je pense, peut-être, ça marche mais pas. Je trouve que ça fonctionne pas. C'est pas raccord avec le reste du film. Enfin, bref... une autre déception, une deuxième grosse déception, j'ai envie de dire. Alors parmi les bonnes choses du film, parce qu'il y en a quand même au moins une, on peut noter la présence de Troy James, acteur contorsionniste super impressionnant, vu dans Channel Zero, donc qui lui par contre est toujours aussi impressionnant. Nous allons passer à Super Deep, super profond hein, en français. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors c'est un film russe, encore une fois, réalisé par Arseny Surkin. Désolé pour la prononciation, hein, s'il y a des russophones qui nous écoutent. Tu n'as pas fait russe au collège? Non, j'ai pas fait russe deuxième langue. Non. Je suis déçu. J'ai fait Klingon. En troisième langue, j'ai fait Elfique. Alors coïncidence, tout comme dans Spoutnik, le premier rôle est tenu par une femme, à savoir Milena Radulovic, je suppose que ça se prononce comme ça. Alors, l'histoire se déroule dans le cercle arctique, 12 km sous terre, enfin sous glace, dans l'absolu. Dans la station de forage Kola, rien à voir avec la boisson. Anecdote intéressante, c'est que cette station a vraiment existé. Elle n'est plus visible à proprement parler aujourd'hui, elle a été condamnée, mais elle a existé. La station dissimule le plus grand laboratoire secret d'Union soviétique. Laboratoire de quoi ? No idea. Donc quelques mois seulement après son ouverture, des scientifiques décèlent des voix et des cris émanant des profondeurs. Le site est rapidement mis en quarantaine et des scientifiques sont dépêchés sur place pour découvrir ce qu'il s'y passe. Et comme on est devant un film d'horreur, ça va pas être Jojo. Alors tout comme dans Spoutnik, Super Deep, c'est le premier film de son réalisateur et nous sommes encore une fois devant un film de grande qualité. Autre point commun, les deux films se déroulent tous les deux pendant la guerre froide. En même temps, 12 km sous la glace, il fait froid. Oh putain, je viens de comprendre. L'esthétique soviétique, je mets des guillemets,
mais vous avez compris, c'est un peu le même esthétique que dans le film d'avant, que dans Spoutnik. Il va apporter dans ce film une sensation de claustrophobie étouffante et pesante, également une sensation de froideur qui sera accentuée en plus par le manque de lumière naturelle. Il n'y a aucune lumière naturelle en fait. C'est ça. Il y a vraiment aucune. C'est un manque total de lumière naturelle. Bah oui, forcément. On va vraiment être que face à des grandes salles blanches néons, carrelées, éclairées au néon. Vraiment quelque chose de très très froid. Très froid, ouais. Le huis clos 12 km sous terre fonctionne à merveille grâce à la réalisation, ainsi que grâce au décor. D'ailleurs, l'esthétique du film fait assez penser à un jeu vidéo. On pourrait clairement s'imaginer un jeu vidéo qui se passe dans cette base souterraine. Ça collerait hyper bien. Ah bah tu pourrais clairement, t'as tout. T'as le cadre, le décor, le pitch, les boss de fin. Les boss de fin. Franchement, ça pourrait vraiment tel quel faire un jeu vidéo. D'un point de vue technique, il y a un noir et blanc au début qui est juste sublime. Les maquillages sont bien dégueux et bien cool. C'est du body horror, hein, clairement. Alors, il faut bien comprendre qu'on n'est pas devant un chef-d'œuvre, on est quand même devant une série B, mais une série B d'une très grande qualité. Le scénario, il n'est pas non plus très recherché, mais le but ici, c'est de passer un bon moment et le pari, il fonctionne. On ne peut que vous conseiller de regarder Super Deep, parce que c'est vraiment un très bon film, et on ne peut que suivre de très près la carrière de Sukin. Possessor est un film britannico-canadien réalisé par Brandon Cronenberg. Oui, Cronenberg comme Cronenberg. On y retrouve notamment Andrea Riseborough, qu'on ne vous présente plus, qui a joué dans le formidable Mandy. Qu'on a chroniqué sur la chaîne. On vous met le lien en dessous. Mais aussi dans Oblivion, dans Birdman, etc. On va pas tout vous faire. On retrouve également Jennifer Jason Leigh, qu'on a vu dans Existence, dans The Machinist, dans Les 8 salopards, etc., etc. On va pas non plus vous faire toute sa filmographie. Ainsi que Sean Bean. Est-ce qu'on est obligé de présenter Sean Bean? Un petit jeune qui débute, qui a notamment joué dans GoldenEye, dans Game of Thrones, dans... Il a joué dans quoi? C'est ce que je suis en train de chercher, dis donc. Il a pas joué dans le truc là, avec les elfes aussi, là, avec un anneau, tout ça? Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux. C'était lui, non? Oui, c'était lui. Il meurt? Oui, je crois. Non, je crois pas. Si, il meurt d'une manière violente. Hein. Encore? Il finit en hérisson, je crois, à cause des flèches. Enfin bref. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour le pitch parce qu'il est un petit peu... voilà. Tarabiscoté. Donc on va suivre Tasia Vos, qui est une agente d'une organisation secrète. Cette organisation secrète utilise une technique permettant d'habiter le corps de n'importe qui, jusque-là ça va, pour pouvoir la pousser à commettre des meurtres au profit de très riches clients. Sauf que tout va se compliquer quand Tasia va entrer dans le corps d'un homme et va rester coincée dans le corps de cet homme qui s'avérera absolument pas sain de corps et d'esprit, enfin de corps si, d'esprit un peu moins, et qui a un appétit totalement surdimensionné pour la violence et le meurtre. Alors, Brandon Cronenberg nous livre un film à la mise en scène maîtrisée. En même temps, avec papa, il a dû être à bonne école, je suppose. Il y a beaucoup de trouvailles visuelles, franchement très intéressantes, même si parfois dignes d'un musée d'art contemporain. Pour moi, le gros point fort du film, c'est son esthétique, qu'on va dire rétro-futuriste. Alors, il faut comprendre que dans l'esthétisme de certains décors, de certains accessoires, de certains costumes, etc., on est devant un film qui peut rappeler l'esthétique de certains films de SF des années 70, ce qui va permettre au film de perdurer dans le temps, de ne pas se démoder visuellement. Donc ça, c'est un gros point fort. Ça paraît un détail, mais c'est déjà un tour de force en soi de faire un film qui potentiellement peut être intemporel. Alors encore une fois, l'influence de son père, donc David Cronenberg, pour moi, elle se ressent quand même dans la manière dont certaines scènes sont filmées et certaines sont montrées. On est assez... c'est pas un body horror à proprement parler, mais on va retrouver certains éléments de body horror chers donc à papa Cronenberg.
notamment au niveau de certaines scènes de violence graphique très crues qui sont montrées vraiment très proches. Vraiment, les corps meurtris sont filmés vraiment de très près. Les blessures sont vraiment filmées en très gros plan. Enfin voilà, il a ce goût pour, en gros, il a ce goût, le même goût que son père pour les chairs meurtries et ce genre de choses. Alors en creusant un peu, on peut voir dans ce film une allégorie, une représentation, on va dire, de certaines pathologies mentales et des traitements chocs qui peuvent être administrés aux personnes souffrant de ces pathologies. Donc conclusion, à suivre aussi Brandon Cronenberg, parce que mine de c'est que son deuxième long métrage, le premier étant Antiviral, mais franchement pour moi il est très prometteur. En même temps, encore une fois, pour moi c'est pour l'instant le digne fils de son père. Maintenant, à espérer qu'il va réussir à sortir de l'ombre de son père, parce que quand on s'appelle Cronenberg, il faut réussir vraiment à sortir de l'ombre du papa. Pour moi, il est assez bien parti. Donc franchement, un film qu'on vous recommande chaudement. The Mortuary Collection. The Mortuary Collection dans la langue de Jean-Pierre Jeunet. Donc film américain réalisé par Ryan Spindle. Donc encore une fois, c'est un premier film. Donc avec l'inimitable et l'illustre Clancy Brown. Oui, je me spécialise dans les accents britanniques nanars ce soir. Vu entre autres dans Highlander, dans Starship Troopers et dans Les Évadés, etc. et dans tout un tas d'autres films. Enfin, il a une filmo assez fournie, le gaillard quand même. On retrouvera également Jacoby Elordi vu dans Euphoria et Caitlin Custer vu dans pas grand chose en fait. Nous sommes devant un film à sketch. Alors le fil rouge, c'est qu'une jeune femme va s'aventurer dans une très vieille bâtisse, manifestement habitée par un croque-mort. Mais c'est parce que c'est une maison funéraire. Voilà. Elle sera accueillie par l'imposant Montgomery Dark, croque-mort de son état. Donc, en guise d'entretien d'embauche, celui-ci va tester la résistance de notre personnage à travers certains récits un chouïa malsain. Spindle nous offre ici 4 histoires fantastiques, 5 si on compte le fil conducteur de ces 4 histoires. Moi j'ai adoré, c'est clairement un hommage au conte de la crypte, clairement. Ça aurait très bien pu être des histoires racontées dans les contes de la crypte. Avec un crypte-keeper un peu moins pourri quand même. Un peu moins pourri, mais quand même sacrément imposant, parce qu'il est vraiment cool, son personnage. Ici, l'atmosphère gothique est très bien représentée, contrairement à un autre film dont je ne citerai plus le nom. L'interprétation de Clancy Brown est juste aux petits oignons, il est formidable dans ce film. Avec sa grosse voix avec caverneuse. La grosse voix, il a le physique et tout. Il est génialissime, ce personnage est génial. On veut plus de films avec Montgomery Dark, s'il vous plaît. Alors, la deuxième histoire est complètement what the fuck, mais à péter de rire. Elle est génialissime. En fait, les histoires jonglent entre le grand guignolesque et la poésie macabre, et c'est hyper bien amené. Alors, certains pourront trouver quelques histoires longues, n'est-ce pas, mon cher Franck? Je sais qu'il y a une histoire que tu as trouvée un peu longue. Moi, pas du tout. Moi, j'ai trouvé que les 4 histoires, les 5, étaient très bien au niveau de la longueur. Pour moi, il n'y avait pas de souci de longueur, quoi. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est assez rare quand même, quand il y a une anthologie comme ça, que toutes les histoires soient de qualité constante, en fait. Il y a toujours une histoire ou deux un petit peu moins bonne. Non, là, moi, je trouve que toutes les histoires sont égales, en fait. Attends, il y en avait 4. Oui, il y en avait 4, 5, 6. Mais oui, mais bon, des fois, il y en a même que 3, et sur les 3, il y en a au moins une qui est pas bonne. Là, je veux dire, les 5 ou les 4, pour moi, tiennent la route. Voilà, donc si vous avez envie de passer un bon moment entre potes à regarder des petites histoires courtes, ce film est fait pour vous. Sleep. Dans la langue de Helge Schneider. Donc, Sleep est un film allemand réalisé par Michael Venus. Au casting, on retrouve Gro Svante Kølhof, Sandra Hüller, qui sont en fait des actrices principalement connues pour des rôles en Allemagne, elles ne sont pas vraiment connues chez nous, et August Schmolzer, qu'on a vu dans la liste de Schindler. Pour lutter contre ces cauchemars, Marlène se rend dans un hameau au fin fond de la montagne, qui ressemble étrangement au lieu de ses effrois nocturnes. Devenue brutalement apathique, elle sera rejointe par sa fille Mona,
qui peu à peu va découvrir la froideur de ce lieu anxiogène. Tandis qu'elle va chercher à comprendre d'où vient le mal qui paralyse sa mère, Mona affrontera le passé macabre de ce village. Le film, sur toute sa longueur, distille une atmosphère très froide, quelque chose de très presque austère en fait, qui colle avec le cadre du film et avec l'intrigue, bien sûr, c'est recherché, mais malgré tout assez travaillé, quelque chose d'assez propre au cinéma de genre allemand en ce qui me concerne. L'actrice principale, Grosse van Jokelhoff, va nous livrer pendant tout le film une interprétation vraiment impeccable. Elle est vraiment très juste dans son interprétation. Et il y a des moments où elle va même se montrer assez impressionnante, notamment lors d'une scène de repas. Là, elle va montrer, je pense, l'étendue de ses capacités en tant qu'actrice. Les autres acteurs ne sont pas en reste, puisque Sandra Hüller sera elle aussi convaincante dans le rôle de Marlène, ainsi que August Schmölzer dans le rôle de Otto, chef autoproclamé du village, plus ou moins. Le film, malgré sa mise en scène très posée, très lente, ne souffre pas vraiment de temps mort. À savoir que même si c'est très lent et très posé, le film ne laisse pas vraiment de place au superflu. Donc l'histoire est prenante du début à la fin. On est vraiment devant quelque chose de très posé, il faut le comprendre encore. On est devant un film de genre allemand. Et pour moi, ils ont cette patte, ils ont ce don de faire des choses très lentes, très posées et en même temps très prenantes. Alors le montage aussi, pour moi, est particulièrement soigné parce que il est fait d'une manière à semer un peu le doute volontairement chez le spectateur quant à savoir ce qui tient du rêve, en l'occurrence du cauchemar, ou de la réalité. Donc on est franchement devant un film pas forcément très accessible, on va pas le mentir, c'est pas un film accessible au plus grand nombre, mais qu'on vous recommande quand même chaudement. Pour moi, c'est un des meilleurs films de la sélection de cette année. Je pense. Ouais. Je pense. Ouais. On va s'attaquer à deux sommets du bon goût cinématographique, à commencer par Psycho Goreman. Avec le nom, tout un programme. Donc Psycho Goreman est un film canadien réalisé par Steven Kostanski, avec Nita José Anna et Owen Meir donc dans le rôle des deux enfants, ainsi que Matthew Ninaber dans le rôle de Psycho Goreman, PG for short. Lors d'un jeu dans leur jardin, Mimi et son frère vont, par hasard, en creusant, découvrir la tombe d'un seigneur de guerre extraterrestre endormi là depuis fort longtemps, et dont le seul but est tout simplement de semer la mort et la destruction, et si possible au passage de détruire l'univers. Fort heureusement, ils vont trouver en même temps une pierre magique leur permettant de le contrôler. Imaginez-vous un peu avoir le pouvoir de contrôler un seigneur de guerre qui a littéralement le pouvoir de détruire des galaxies. Une ligue de chasseurs intergalactiques va apprendre la résurrection de PG, donc Psycho Goreman, comme le surnomme Mimi, et va donc décider de le rejoindre sur Terre pour lui régler son compte en fait. Nous sommes ici devant une comédie d'horreur assumée, mais qui n'en oublie pas la qualité. Les costumes et les effets spéciaux sont aux petits oignons, c'est ta petite expression, je te l'ai volée, excuse-moi. L'interprétation de Nita José Anna est juste génialissime, mon Dieu, cette gamine est faite pour le cinéma, clairement, elle est au top. Les scènes de combat entre les monstres sont clairement des hommages au Super Sentai japonais. On trouvera d'ailleurs également des petites références à Métal Hurlant et même à South Park. Assumé ou non, attention. Je pense que c'est assumé. Oui. On sent que le réalisateur a clairement voulu se faire plaisir et du coup, il nous fait forcément plaisir aussi. Après, le film est très manichéen, il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre et ils se battent pour gagner. Voilà. Pour résumer le film, en gros, on est devant un Power Rangers comico-gore avec une petite pointe de Métal Hurlant. Si vous avez envie de vous fendre la poire pendant 1h30, un peu plus, n'hésitez pas à y aller parce que ce film, c'est une pépite. Franchement, rien que pour les costumes des monstres, franchement, il faut voir ce film, il est génial. Des films comme ça, aujourd'hui, on n'en fait plus. Ouais. Les costumes, ils ont ce truc d'être cheap,
volontairement. Mais volontairement, ça veut dire qu'il y a une recherche dans le côté cheapos et du coup ça fonctionne. Et je veux pas dire de conneries, mais moi, il ne me semble pas avoir vu dans ce film de CGI. Ouais, c'est vrai. Vraiment. CGI. CGI, on est en France, moi je dis CGI, monsieur. D'accord, madame Johnny. Mais sérieusement, je crois pas en avoir vu, je crois que tout est vraiment tout est effet de plateau, quoi. Ça avait l'air. Ça avait l'air. Voilà, donc foncez. Sist est un film américain réalisé par Tyler Russell. Au casting, on retrouve Eva Haberman, qu'on a vu dans Le Clown, le film tiré de la série Le Clown, George Hardy, qu'on a vu dans Troll 2, et Greg Sestero, qu'on a vu dans The Room. Bref, vous l'avez compris, on est sur un petit casting pas piqué des hannetons. 4 étoiles. Plus que 4 étoiles, là. Début des années 60, un médecin met au point une machine utilisant un laser pour éliminer les kystes et les petites tumeurs de la peau. Alors pour faire valider sa machine et obtenir un brevet, il va faire venir les autorités compétentes pour leur faire une petite démonstration. Sauf que la machine va transformer la protubérance de son patient en un monstre kystique purulent. Dégueulasse. Et ce monstre purulent, dégueulasse, va répandre la mort partout dans son cabinet. Alors avec son casting aux petits oignons et son budget pharaonique, le réalisateur nous offre une comédie nanarde d'horreur volontairement, je pense, débile et régressive, à base de boutons purulents explosant allègrement à la face des différents protagonistes. Et surtout de son infirmière. À sa grande joie. N'est-ce pas? Alors, le film, il a clairement été fait avec les meilleures intentions, ça c'est indéniable. Sauf que il souffre quand même assez rapidement de son manque de moyens, je parle visuellement. Et je ne vais pas non plus mettre en avant l'interprétation des acteurs. Quand on sait qu'il y en a un qui a joué dans The Room de Tommy Wiseau, je pense que la messe est dite. Alors, le film n'est pas mauvais, clairement. On passe un bon moment, franchement. Je crois me souvenir que le film se veut un hommage au film de drive-in des années 50, il me semble. C'est assez réussi dans la représentation, franchement, de la créature. La créature, elle fait vraiment monstre, que ce soit visuellement ou dans la manière dont elle a de se mouvoir. C'est pour ça que là, le côté cheapos du monstre, à mon avis, là, pour le coup, il est recherché. Ça fait assez monstre des années 50, mais après, on passe un bon moment et le film montre clairement ses limites. Le fait que toute l'action se passe dans un seul et unique lieu, ça crée quand même certaines redondances. Et le gros problème du film, pour moi, c'est son rythme. Alors, il faut comprendre qu'on est devant un film qui mesure à peu près 1h09 et que malgré ça, il y a des longueurs. Il arrive à être trop long. J'ai pas compris. Enfin si, pendant tout le début du film en fait, c'est très très lourdeau. Je comprends franchement où a voulu en venir le réalisateur. Mais franchement, les visions de pustules purulentes qui éclatent à la tronche des protagonistes, c'est marrant une fois, au bout de la deuxième fois on rigole un peu moins, au bout de la troisième fois c'est bon, ça devient lourd quoi. Bon, le début est un peu lourd quand même, il aurait mérité d'être un peu raccourci, mais après ça aurait pu faire un long métrage. Alors par contre là où ça devient vraiment cool, c'est à partir de l'apparition du kyste géant. Là franchement ça commence vraiment à être fun. En fait l'interprétation des acteurs... Mais elle colle au style du film. C'est raccord au style du film quoi. Il n'a pas choisi ces gens pour rien. C'est pas pour rien qu'il est allé choisir un mec qui a joué dans The Room. C'est parce qu'il savait très bien que le style de jeu collerait totalement. Totalement roue libre correspond complètement à l'univers du film. Moi, j'ai vraiment envie que le réalisateur il continue qu'il continue même dans cette voie, parce qu'avec un peu plus de moyens, avec un peu plus de budget, je pense qu'il pourra nous pondre des trucs pas mal vraiment à l'avenir. Alors, à l'image de Psycho Gorman, donc le film dont on a parlé avant, c'est un film franchement où tu déconnectes ton cerveau,
tu te prends un bon gros saut de popcorn, c'est vraiment le popcorn, bière, pote, pizza quoi. Tu te fais une soirée où tu t'enchaînes Psycho Gorman, Super Deep et Syst, il y a franchement de quoi passer une bonne soirée. Si tu manges une fondue, t'es raccord avec Syst. Voilà, et si tu manges une fondue, t'es raccord avec le film, c'est dégueulasse, j'ai l'image. Donc voilà, pour cette programmation, enfin du moins pour ce que nous, on a pu en voir, il y a eu de très très bonnes choses. Oui, il y a eu des moins bonnes choses. Et il y a eu des déceptions. On va dire qu'en ce qui nous concerne, niveau prog, c'est du 50-50. Moi, on a quand même eu plus de films qu'on a aimés que de... Ouais. Que de... Bah, parmi les grosses déceptions, il y a eu Ghost of War et Anything for Jackson. Quoi. Clairement. Mais sinon, les autres films, ils nous ont plu. Donc, La Nuée, pour moi, c'est, on va dire, une semi-réussite. Tu restes sur ta fin, mais ça, on l'a déjà dit, on va pas revenir dessus. Après, je pense que nous avons fait le tour de ce qu'on avait à dire. Alors, n'hésitez pas, vous, à nous dire si vous avez vu les films, à dire si nous, on est passé à côté de certaines choses. Bon, je pense qu'on sera amené à voir les autres films à un moment ou à un autre. Alors pour le palmarès, cette année, le Grand Prix a été décerné à Possessor. Sans surprise, j'ai envie de dire. Sans surprise, c'était assez logique. Le prix du jury a été décerné à 2 films, puisque c'est Sleep et Teddy qui l'ont gagné. Alors Teddy, on l'a pas vu, donc on ne pourra pas en parler. Mais Sleep, il lui fallait presque un prix, tellement il était... c'est mérité. Tellement il était bon. Le prix de la musique originale revient aussi à Possessor et surtout à Jim Williams. Le prix de la critique et le prix du public sont tous les deux gagnés par La Nuée. Le prix du jury jeune de la région Grand Est a décerné son prix à Teddy. Et le prix du court-métrage a été raflé par T'es morte Hélène. Qu'on n'a pas vu non plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air, de commenter la vidéo, de la partager, d'activer la petite cloche. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique, une vraie. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.